Bonjour à tous, c'est Louane, nous sommes aujourd'hui pour une vidéo qui sort très en retard étant donné qu'on est le 21 février. Je sais, je suis au courant, mais parce qu'au départ j'avais prévu de faire ça juste sur Instagram, mais après lourde réflexion de quand même 3 semaines, je me suis dit que c'était cool d'en faire une série pendant toute l'année. C'est-à-dire parler de 5 films qui m'ont touché dans ce mois. 5 films que je trouve les meilleurs du mois de 2020. Donc du coup on va faire les 5 meilleurs films pour moi de janvier, ceux qui m'ont le plus touché, et quelques petits bonus parce que souvent il y a des films que je vais traiter en critique et que je vais citer dans les 5 meilleurs films de janvier, donc les 5 recommandations. Donc du coup je vais mettre quelques petits bonus pour parler de films que j'ai pas parlé sur la chaîne. Pour être franc, là il y en a 2 que j'ai déjà traités en vidéo, donc du coup j'ai essayé de trouver quelques petits bonus en plus. J'en ai trouvé qu'un, c'est pas grave. Et je vais sortir d'ici une semaine, voire 2 semaines, les 5 meilleurs films de février pour qu'ensuite ça devienne vraiment plutôt récurrent et que ça arrive vraiment début du mois qui suit. Donc c'est parti, on va parler de 5 films, ce n'est pas par ordre de préférence, c'est juste 5 films que je vais vous balancer comme ça, avec quelques explications, le synopsis et une petite critique, et j'espère que vous aurez la chance de les voir un jour, étant donné que c'est 5 films que j'ai beaucoup aimés. Bref, je commence à me répéter. Et pour être franc aussi, c'est une série qui va pas me prendre beaucoup de temps au montage et au tournage, donc ça va me permettre d'avancer beaucoup plus sur les prochaines vidéos. Mais on parlera de ça en fin de vidéo pour pas prendre tout votre temps. Premier film de janvier, Play de Anthony Marciano. J'en ai déjà parlé dans un de mes Refast, je vais en parler un petit peu plus étant donné que j'ai eu la chance d'aller le revoir, le refaire découvrir à une de mes amies. Play d'Anthony Marciano, ça raconte l'histoire de Max Boublil qui va revoir toutes ses cassettes depuis 25 ans parce qu'il n'a pas arrêté de filmer pendant 25 ans pour se remémorer les souvenirs passés, mais également changer sa vie future, étant donné qu'il a fait beaucoup de bêtises et il a envie de comprendre quelques trucs qui ne vont pas dans sa vie actuelle en remémorant son passé. C'est déjà une idée de base hyper excellente. Revoir sous forme de found footage tout ce qui s'est passé pour ensuite arriver toujours à la fin avec du found footage à régler ses problèmes. Et c'est une sorte de romance avec Alice Isaz qui passe vraiment bien. Au départ, on se sent un peu perdu étant donné qu'on n'a pas l'impression que ça va raconter quelque chose, mais au fur et à mesure des cassettes vidéo, au fur et à mesure de ce qui va se passer, ça va amener jusqu'à un point Z qui est plutôt intéressant. L'aspect comique est plutôt bien retranscrit, les acteurs jouent plus ou moins bien. Max Boublil, j'ai toujours un petit problème. Bien que dans ce film-là, ça va, c'est pas non plus Robin des Bois. Si vous voulez plus de précision, je vous emmène à mon Refast. Ce que j'ai pas précisé dans mon Refast et qui au deuxième visionnage m'a beaucoup plus marqué, c'est que je trouve la fin beaucoup trop expéditive et c'est bien dommage. C'est ce qui ne rend pas ce film culte parce que la fin est beaucoup trop bâclée, elle arrive beaucoup trop vite et c'est plutôt gnangnan. La fin est plutôt gnangnan. Mais c'est 10 minutes de fin sur 1h40 de film. Ça ne gâche pas le métrage, c'est plutôt cohérent, c'est juste que la gnangnantitude est un peu chiante. On aurait préféré qu'il y ait des trucs un peu plus complexes ou de plutôt réalistes, bien que la gnangnantitude est réaliste, hein, il y a toujours des couples gnangnans. Mais bref, c'est le gros défaut du film, c'est vraiment sa fin. Également l'acting de Max Boublil, mais on passe vite fait à côté. C'est un film très satisfaisant à regarder, très drôle, très divertissant, mais également très intéressant pour le cinéma, et c'est une révolution française, une ambition française qu'il faut soutenir. Donc si Play est rediffusé pendant une semaine Télérama ou j'en sais rien, ou si vous pouvez vous le choper en Blu-ray DVD, je vous le recommande. C'est très très cool. Deuxième film du mois de janvier, vous en avez entendu parler dans toutes les chaînes cinéma étant donné que ça a été la grosse sortie du mois. 1917 de Sam Mendes, qui raconte l'histoire de deux Anglais ou Américains, Anglais il me semble, peut-être, je sais plus, qui vont devoir transmettre un message de l'autre côté du front, donc du coup ils vont devoir tout traverser et passer quelques petites épreuves, tout ça dans non pas un seul et unique plan séquence, mais dans deux plans séquences bien distincts, dans un film tourné en plan séquence, parce qu'il y a une ellipse. Voilà, j'ai entendu plein de... Et c'est pour ça que j'ai voulu reparler du film, étant donné que voilà, c'est un pur chef-d'œuvre. 1917 est un pur chef-d'œuvre, c'est une œuvre très contemplative et avec une proposition de cinéma très très bien menée. Mais j'ai voulu reparler de ce film, étant donné que y a quelque chose qui m'a saoulé pendant que j'ai vu la centaine de critiques YouTube qui sont sorties pendant la sortie du film, c'est que tout le monde a vanté le film comme étant un seul et long plan séquence. Non, il y a une ellipse dans le film, donc l'ellipse coupe le plan séquence obligatoirement. Donc il y a deux plans séquences bien distincts. Il y a les premiers trois quarts et le dernier truc, le climax. Voilà, juste arrêtez.
arrêtez. Si vous, un plan séquence, à partir du moment où c'est coupé, bah, il y a 2 plans séquences. Même si au final ça ne rend qu'un plan séquence étant donné que l'ellipse passe sous un fond noir et on se réveille en même temps que le personnage. Peut-être, mais il y a 2 plans séquences. C'est comme si on disait que Birdman était en fait en un seul plan séquence alors que tout le climax est en cinéma classique avec des cuts. Voilà, faut arrêter. N'en serait-ce que 1917 est une proposition de cinéma qui mérite le coup d'œil. C'est un film de guerre vraiment très différent d'habitude. On n'a pas de boum boum dans tous les sens. Même le climax est très très soft par rapport à la violence par balle, des obus, etc. On est sur quelque chose de plutôt classique. On va presque jamais faire face à l'ennemi. L'ennemi sera toujours représenté par des ombres ou sera représenté par un personnage qu'on ne va jamais exprimer. C'est vraiment quelque chose de très peu montré. On va toujours avoir le choc de la guerre, on va avoir vraiment le sentiment psychologique que tout peut arriver à n'importe quel moment. Le seul truc que je regrette par rapport au film, c'est que la fin est belle, la fin est belle, et là où arrive l'ellipse, j'aurais préféré que le film s'arrête de cette violence. Je trouve que le moment où il y avait l'ellipse, même si on n'a pas sous ce grandiose du climax, je trouve que ça aurait été beaucoup plus intéressant de terminer le film sur cette violence de l'ellipse. J'ai pas envie de spoiler pour ceux qui l'ont pas vu. Cette descente en escalier et ce fond noir pendant 30 secondes, j'aurais presque voulu que on voit directed by Sam Mendes. Parce que là par contre j'aurais trouvé que la proposition de cinéma aurait vraiment révolutionné parce que c'est la guerre, donc je trouve ça normal qu'un film pourrait se terminer comme ça. C'est mon seul point de regret. Après, ça ne change pas le film reste quand même un chef-d'œuvre absolu et reste une des meilleures perles qui va, je pense, sortir cette année. C'est pas réalisé par une bite, bien que Sam Mendes a fait Spectre. C'est très très cool. 1977, c'est une proposition de cinéma qui mérite le coup d'œil. Si vous l'avez toujours pas vu, je pense qu'il est encore diffusé en salle par rapport aux Oscars et tout ça. Sinon, chopez-le en Blu-ray, chopez-le en DVD, c'est une valeur sûre. Et je vous le recommande. Troisième film de janvier qui m'a marqué, Scandale avec Margot Robbie et réalisé par Jay Roach, qui a fait également les Austin Powers. J'en ai fait une critique, je vais pas plus en parler, je vous recommande la critique que je trouve très complète. On en reparlera d'un autre film du coup pour le remplacer à la fin, mais voilà, ma critique est disponible quelque part autour ou sinon dans la description. Et on passe directement au quatrième film. Quatrième film, c'est Adoration de Fabrice Duwels, qui raconte l'histoire d'une romance entre deux adolescents de 15-16 ans. Un mec qui est hyper naïf, assez rêveur, très crédule, qui n'a toujours pas passé la barre de la crise d'adolescence, qui est toujours vraiment dans l'enfance pure, qui va tomber amoureux d'une fille ayant des problèmes psychologiques venant d'un hôpital psychiatrique, qui elle est beaucoup plus mûre pour son âge et qui va tomber amoureux et donc fuguer avec elle pour qu'elle s'enfuit de cet hôpital psychiatrique, ce qui va emmener à plusieurs péripéties et notamment au contrôle total de cette fille sur l'enfant, malgré l'arrivée de personnages comme Benoît Poelvoorde qui va essayer de changer les choses. C'est du Fabrice Duwels, donc c'est celui qui a fait Calvaire ou Alléluia. C'est les deux seuls films que j'ai vus de lui. Et du coup, c'est un cinéma très particulier qui n'est pas amené à plaire à tout le monde. C'est un cinéma très psychologique qui va être vraiment dans la violence pure et même de l'humain. Donc ça va vraiment avoir des apports de cinéma de genre avec un film qui commence plutôt correctement au début et qui va finir dans une violence très cachée dans Alléluia, mais très exprimée par exemple dans Calvaire. C'est pas des films qui sont agréables à regarder, c'est pas des propositions de cinéma qui vont nous donner un feel good, mais c'est un cinéma qui change, c'est un cinéma belge, français, franco-belge qui peut attirer dans le mal-être. Et en même temps, Adoration a des côtés très touchants parce que c'est des enfants qui vont faire des fois des trucs d'adultes. Et voilà, je trouve le pari très risqué de faire ce qu'il fait avec ces deux acteurs principaux. On a également le personnage de Benoît Poelvoorde qui va intervenir pendant 15 minutes dans le film, et c'est un des meilleurs rôles de Benoît Poelvoorde. Il est très touchant, il est réaliste, il est très humain, et tous les dialogues qu'il va avoir avec Benoît Poelvoorde, ça va être très touchant, et limite on va nous donner la larme à l'œil, bien que la conséquence après est terrible. Mais Adoration, voilà, c'est quelque chose c'est pas un ovni, mais c'est une proposition de cinéma que vous allez rarement voir. À côté, on a une photographie qui est justement magnifique, avec ce côté
également très enfantin, mais également très dur de la réalité. Voilà, Adoration, ça va pas plaire à tout le monde, c'est un peu un film comme Grave, qui c'est comme un peu le cinéma de Christophe Honoré également, même bien que Christophe Honoré n'est pas dans le cinéma de genre très crucial, très vital et très cruel, justement, mais ouais, du Fabrice Juel, c'est toujours très... un cinéma qui va rester très distant avec le spectateur, mais Adoration fait partie pour moi des films de Fabrice Juel qui méritent le coup, bien que je n'ai pas tout vu malheureusement. Et ça clôt sa trilogie de Calvaire, Alléluia et Adoration. Donc je vous recommande de regarder les deux avant d'aller voir Adoration, bien que le film en lui-même se vaut. Hein, c'est pas une trilogie vraiment linéaire où il y a des personnages récurrents. Hein, c'est vraiment une trilogie de genre, c'est vraiment une trilogie d'aspects, de photographie, de réalisation et surtout de genre. Voilà, Adoration, c'est une petite pépite qui n'est plus en salle malheureusement, étant donné que c'est un cinéma indépendant qui est très très mal distribué. Il est resté genre 2 semaines pour moi dans ma région. Mais si vous pouvez vous le mater un jour sur votre télé, sur un écran, en DVD, Blu-ray, enfin faites ce que vous voulez, mais c'est un cinéma qui est très intéressant à regarder, à analyser et à ressentir surtout. Cinquième film, c'est Wave de Trey Edgar Schultz, avec mon accent de merde. Bref, c'est le réalisateur de It Comes at Night, autre film indépendant d'horreur qui est sorti il y a quelques années déjà, qui était vraiment très contemplatif dans l'horreur et qui faisait peur par son ambiance. Ici, il se renoue avec un genre qui a toujours réussi à caser dans ses précédents films, mais qui là en fait le domaine principal, c'est vraiment le drame humain, où on va suivre l'histoire de Tyler dans la première partie. Tyler qui est un adolescent qui est un peu restreint par son père, et restreint par la vie, et qui aimerait rentrer dans la vie adulte, sauf que par rapport à toutes les contraintes qu'il a par sa famille, par ses proches, etc., il va décider de devenir adulte par lui-même, en prenant toutes les mauvaises décisions, ce qui va emmener plusieurs actes violents qui va l'emmener en prison. Et la première partie va se terminer comme ça pour ensuite partir sur l'histoire de sa sœur qui aimerait également être pareil, avoir les mêmes ambitions que son frère, sauf que elle va prendre enfin le bon chemin. Ouais, ça faisait partie de mes attentes de l'année, parce que j'avais vu Edward Schultz dans la réalisation, et c'est un réalisateur qui est beaucoup dans le style, dans l'effet, et surtout dans l'ambiance, et c'est un cinéaste que j'aime beaucoup. On avait un casting plutôt alléchant, avec des visages connus, et dont une actrice qui a joué dans Euphoria également, qui, si vous ne le savez pas, est une des meilleures séries de tous les temps. Donc on avait vraiment tout un truc qui était réuni pour faire un film bien, et le film est une claque absolue, que ce soit visuellement, scénaristiquement, mais surtout dans le style. On va avoir des changements de ratio qui sont plutôt bienvenus, bien que très peu visibles. Surtout que quand la salle de cinéma décide de diffuser le film dans un mauvais écran qui n'est pas adapté au ratio de cadre, c'est super, ce qui fait des bandes, c'est ce qui fait qu'on a un grand écran, mais un recadrage en plein milieu, merci le cinéma. En plus c'est un cinéma où c'était même pas UGC, parce que UGC n'a pas décidé de diffuser le film dans ma région, donc du coup j'ai dû aller dans un cinéma et payer presque 12 € ma place, ce qui est totalement normal, pour ensuite avoir une séance où le film n'est pas diffusé dans son beau ratio de cadre. Je trouve ça parfait. En dehors de ça, en dehors de ma plainte, on a des idées visuelles qui sont totalement dingues. On a des plans des fois courts, des fois très très longs, limite à la limite du plan séquence, qui racontent beaucoup de choses, mais qui en même temps sont très très bien cadrés, avec des jeux de lumière vraiment parfaits. On va beaucoup entrer dans l'ambiance néon. On a une scène dans une soirée étudiante qui... Mon Dieu, ça part d'un postulat de base qui est plutôt dramatique, et ça finit dans presque l'horreur totale. Il renoue des fois avec des genres comme It Comes at Night où ils vont amener de la tension. On a des musiques totalement folles, et on a toute cette ambiance très dramatique mais en même temps très psychédélique, qui fait beaucoup rappeler à du Gaspar Noé ou à du Nicolas Winding Refn. On a beaucoup de références, mais tout en étant une œuvre unique qui va vous prendre à bout, et qui est émotionnellement parlant très fort. Vous n'allez pas ressortir de ce film indemne, il va vous poser plein de questions, et je pense que vous allez peut-être avoir une larme à l'œil qui va couler pendant le film. On a beaucoup de scènes fortes, on a beaucoup de dialogues forts, et le personnage du père joué par Sterling K. Brown est, je pense, un des personnages qui m'a fait le plus pleurer de l'histoire du cinéma, étant donné que son personnage est très très bien écrit, et à chaque fois qu'il va avoir un dialogue avec ses enfants ou avec sa femme, ça va nous chambouler. Tant les dialogues sont réalistes et touchants, et surtout très émouvants. Voilà,
Waves, c'est pour moi, je pense, mon coup de cœur de ce mois de janvier, en termes de qualité et en termes surtout de surprise et d'émotion, étant donné que ouais, Waves, c'est vraiment très très fort. J'ai voulu en faire une critique quand j'avais été le voir, mais comme j'ai été le voir en fin de semaine, j'ai pu voir les programmations des semaines à venir dans ma région surtout, mais même des fois nationalement. Et le film est passé de 30 salles dans sa première semaine, ce qui est ridicule, à 10 salles dans sa deuxième semaine d'exploitation. Voilà, c'est la distribution des films en France et je pense aux États-Unis aussi. Je pense pas qu'il a été diffusé dans beaucoup de salles aux États-Unis. Ben, bref, le film, tout comme It Goes at Night, n'a pas attiré le public et n'a pas attiré les producteurs. Ce qui est bien dommage parce que Trey Edward Shults c'est un des meilleurs réalisateurs, du moins un des réalisateurs américains des plus innovants, on va dire, dans le cinéma international. Là, c'était ma liste des 5 films à voir absolument qui sont sortis en janvier. Étant donné que j'ai pas parlé de Scandale dans cette vidéo, étant donné que j'avais fait une critique, je tiens à parler de La Voix de la Justice avec Michael B. Jordan, Jamie Foxx et Brie Larson, réalisé par Destin Daniel Cretton. Ça raconte l'histoire d'un avocat dans les années 90 qui va privilégier son accent et bénévolement sur les Noirs condamnés à mort, qui ont été à l'époque condamnés à mort pour rien de ça, juste parce que un témoin avait dit que c'était lui, et sans enquête derrière, étant donné que c'était une population très raciste. Et du coup, cet avocat joué par Michael B. Jordan va tout faire pour sauver les Noirs dans la vraie vie, mais dans ce film, Jamie Foxx, qui un des meilleurs rôles de sa carrière. Franchement, je sais pas si ce film est sorti avant les Oscars aux États-Unis ou avant les nominations, mais si ce film-là n'est pas nommé aux Oscars le mois prochain, enfin l'année prochaine, avec notamment l'Oscar du meilleur second rôle pour Jamie Foxx, je ne comprends pas. Il est bouleversant dans ce film. Et j'ai souhaité parler de ce film parce que c'est un des meilleurs films qui est sorti en janvier et je trouve que ce film, bien on l'a beaucoup comparé à La Ligne Verte, est bien supérieur à La Ligne Verte étant donné que ce côté réaliste, ce côté histoire vraie, sans le fantastique, parce que La Ligne Verte a du fantastique, c'est du Stephen King, c'est normal. Le fait d'enlever ce fantastique dans une histoire qui est très similaire m'a beaucoup ému et c'est un film qui prend aux tripes, c'est un film qui arrive à poser ses enjeux parfaitement. Il n'y a pas beaucoup de choses dans la réalisation à en tenir, mais c'est un film qui se savoure par son scénario, mais surtout par ses acteurs. Tous les acteurs sont fantastiques. C'est un film magnifique à voir, et si vous ne l'avez pas vu, je pense que celui-là est toujours en salle actuellement, donc courez vite le voir. Vous allez passer une séance pas agréable dans le sens où c'est pas feel good, bien qu'un petit peu, dans l'émotion et dans ce qu'il peut faire ressentir au spectateur. C'est vraiment très intéressant et voilà, rien que le jeu de Jamie Foxx peut tout changer. Il y a un acteur que j'aime beaucoup aussi dans le film, on en a beaucoup parlé avec Jesse post-projection. C'est l'acteur Tim Blake Nelson qui a un petit rôle dans ce film et on en a parlé parce que je l'avais déjà vu dans beaucoup de films, étant donné que c'est un acteur de second rôle très récurrent. Et on savait plus dans quel film, mais c'est le méchant dans Scooby-Doo. Mais j'adore cet acteur, il a une belle gueule et à chaque fois il joue très très bien avec sa petite voix très aiguë comme ça. Il est très bon, que ce soit dans ce film-là ou dans le reste des films de sa filmographie, donc du moins la grande majorité si on ne compte pas Scooby-Doo. Voilà, c'était les 5 dans le texte et 6 films que je recommande du mois de janvier 2020. On va faire la même chose pour février, bien que février est un mois de merde cinématographiquement, étant donné que il doit y avoir quoi, 2 films que j'ai réellement appréciés ce mois-ci. C'est très pauvre, bien que même en termes de cinéma indépendant, je trouve que rien d'intéressant est sorti ce mois-ci. Le mois n'est toujours pas fini, donc on peut toujours avoir des surprises. J'attends beaucoup Invisible Man qui sort dans pas très longtemps, dans quelques jours quand je tourne cette vidéo, donc on verra ce que ça donne. Mais c'est un mois de merde, donc trouver 5 films, ça va être très compliqué. Je pense être très généreux pour des films en particulier que j'ai pas si apprécié que ça. On verra bien. Je préfère sortir cette vidéo comme ça, il n'y a pas eu de critique de film ce mois-ci, étant donné que j'essaie de changer un peu la formule et remettre des trucs, mais surtout que je bosse sur ma vidéo de Gaspard Noé, qui me prend beaucoup de temps, parce que également j'ai beaucoup de problèmes personnels à côté. Là j'ai un rhume, ça se ressent peut-être pas, mais quand t'as le nez qui coule, tu peux pas trop tourner de vidéo, et surtout tourner de la voix off pour éviter... voilà, je vais pas tourner de la voix off en étant enrhumé, ça va faire une voix de canard à la Daffy Duck et c'est très compliqué.
Donc ça, voilà, la vidéo sur Gaspard Noé va sortir en mars et après dès qu'elle sera sortie, on va reprendre un rythme habituel si la vidéo ne m'a pas trop usé. N'hésitez pas à aller voir ces 6 films s'ils sont encore en salle. Sinon, n'hésitez pas à les rattraper cette année pour vos tops de fin d'année. Ils peuvent avoir peut-être leur place dans votre top. On se retrouve très prochainement pour parler cinéma, pour parler passion. Sur ce, c'était Louane. On se retrouve très prochainement. Ciao tout le monde. Peace.